Bonjour et bienvenue à l'émission. Alors ça, c'était une très mauvaise imitation d'un cheval, mais c'est pas grave parce qu'aujourd'hui, je rencontre Gilles Racette qui est éleveur de chevaux canadiens. Donc peut-être qu'après l'entrevue, je vais être capable de me confondre avec les chevaux. Alors asseyez-vous confortablement. Bienvenue au show de chaise. On va en faire du monde à imiter, ça. Monsieur Racette, bonjour. Bonjour, Merci de nous recevoir à la ferme Franchère. ça me fait plaisir. Donc, on va parler de chevaux canadiens aujourd'hui. Le cheval canadien qui est une race très particulière. D'où est-ce que c'est parti pour vous, la passion pour cette race-là? C'est parti des chevaux en général. Je suis petit-fils d'agriculteur, comme une bonne partie des Québécois de ma génération. Fait que, de par mon grand-père, j'aimais les chevaux. J'ai commencé avec des chevaux de trait. Mais ça fait déjà au moins un demi-siècle, puis ça fait plus de 40 ans que je suis avec des chevaux canadiens. Ça rejoignait ma passion des chevaux et de l'amour de notre patrimoine. C'est-à-dire, c'est des chevaux qui sont arrivés ici avec nos ancêtres. Dans le cas de mon premier ancêtre, Racette, il n'est pas arrivé sur le même bateau que les chevaux, mais à peu près en même temps, ou dans le même mois. Ça fait partie de notre patrimoine. Fait que votre généalogie suit à peu près la généalogie de cette race-là. En effet, sans doute. Comme beaucoup d'autres, d'ailleurs, sûrement. Mais vous parlez justement de l'arrivée de ces chevaux-là, donc dans le fond en Nouvelle-France. Exact. Avec les animaux que vous avez présentement, est-ce que vous êtes presque capable de retracer leurs ancêtres? On ne peut pas retracer leurs ancêtres individuellement, puisque à l'époque, on n'enregistrait pas les animaux. Il n'y avait pas de papier qui suivait les animaux. Mais comme il n'y avait pas d'autres chevaux dans cette partie ici de l'Amérique du Nord, ces chevaux-là se sont développés en race, comme à peu près toutes les autres races dans d'autres pays. C'est l'isolation, les peuples isolés qui ont développé des races. Les chevaux sont arrivés en 1665. La conquête, c'est en 1760. Les Anglais ne sont pas arrivés avec leurs chevaux au lendemain de la conquête. Or, les chevaux ont été gardés ici de façon sans apport de sang étranger, se sont reproduits. On ne castrait pas les étalons. En fait, on clôturait les jardins plutôt que clôturer les animaux à l'époque. Fait que les chevaux se sont reproduits. Ceux qui n'avaient pas les qualités nécessaires pour survivre dans notre climat, qui était particulièrement rude, ils ont tout simplement passé l'arme à gauche. Puis ceux qui ont survécu, c'était les plus coriaces, les plus forts, les plus résistants. Puis ça s'est développé tranquillement au cours des siècles. C'est sûr qu'après, un peu plus tard dans l'histoire, il va arriver des chevaux étrangers, puis les populations vont se mêler un peu, comme c'est normal. Mais il y a des gens qui les ont gardés par patriotisme, par intérêt, et aussi pour leur qualité. Ils étaient adaptés à notre pays, ils étaient résistants au froid. Ce n'était pas le cas des chevaux qui arrivaient, nouvellement arrivés, si vous voulez. Fait que forcément, ces chevaux-là étaient recherchés, prisés, puis se sont développés bien souvent en vase clos et de façon pure, mais sans comme de raison qu'il y ait qu'on leur mette des papiers d'enregistrement. Qu'est-ce qui distingue le cheval canadien des autres, là, à part qu'il soit bilingue? En fait, il ne devrait pas l'être parce qu'il
dis ça avec un brin d'humour, mais parce qu'il s'est développé essentiellement au Québec. C'est sûr qu'il s'est répandu, sa réputation a dépassé les frontières. Et il faut dire qu'à l'époque, le Canada français, parce qu'on ne parle pas du Québec, là, on parle du Canada français, le territoire était beaucoup plus grand qu'aujourd'hui. Fait qu'il y en avait jusqu'à Détroit, jusqu'en Louisiane, mais les caractéristiques sont toujours faites à partir des sujets d'origine, mais à ça s'ajoute le climat. Les chevaux développaient des grosses crinières, des queues touffues, longues, à cause des moustiques. C'était pour se protéger. Le cheval est devenu plus petit parce que les gens, on ne soignait pas là, avec des grosses balles rondes puis du grain melacé non plus. Là. Fait que les chevaux, ils devaient vivre avec ce qu'il y avait pour l'époque. Puis comme je vous disais, ben, ça a été les sujets les plus coriaces qui ont survécu. Fait qu'on les reconnaissait, ils s'est développé comme ils étaient toujours croisés entre eux autres, même si le bassin était suffisant. Mais les caractéristiques se sont développées, les caractéristiques de race, la grandeur, la grosseur, et ainsi de suite. Ça a fait un modèle homogène, puis c'est ça qui a survécu. Puis, à l'heure actuelle, un cheval comme le cheval canadien, on l'utilise pourquoi? Le cheval canadien, sa principale qualité, c'est un généraliste. C'est un cheval à tout usage. On ne s'attend pas à ce que personne aille aux Olympiques avec un cheval canadien parce que ça n'a pas le gabarit, mais c'est un cheval qui va performer bien à la selle, que ce soit la selle classique ou la selle western. C'est un cheval de voiture, c'est un bon carrossier, souvent. C'est aussi un cheval de très léger. Alors, les chevaux que ma femme utilisait au temps où nous avions une école d'équitation, ben moi, l'hiver, je les prenais pour aller sortir du bois. Mm-hmm. Puis on les prenait pour étendre le fumier, on les prenait pour semer, on les prenait, puis on fait encore ça. Ils ne servent plus beaucoup là, pour la selle. Il y a à peu près personne chez nous là, qui monte maintenant. Mais on attelle encore les chevaux régulièrement et on peut s'en servir dans le boisé, on peut s'en servir pour travailler. C'est ça qui est la beauté de la race, c'est le fait que ce soit un généraliste, un cheval qui a une bonne moyenne à peu près partout, qui se tire bien d'affaires à peu près partout. Mm-hmm. Puis, quand on parle d'élevage d'un cheval, ça consiste en quoi de l'élevage? C'est quand même une bête un petit peu plus complexe qu'un chat, par exemple. On ne fait pas juste lui donner à manger, puis donner à boire, puis ça finit là. Il faut quand même l'entretenir un peu. Bien, il y a différentes façons de procéder. Il y a des gens qui sont des commerçants éleveurs, qui gardent des chevaux pour produire des sujets, pour fournir au public. Il y a des éleveurs qui sont des éleveurs, bon, je dirais pas accidentels, mais qui font une production beaucoup plus petite avec leurs propres chevaux, où ils vont aller chercher les talons recherchés, les talons qu'ils veulent pour compléter la génétique de leurs juments, puis qui vont élever des sujets particuliers. Puis c'est un peu, on compare ça un peu aux gens qui font les usines à chiots, puis les gens qui élèvent des chiens, tu sais, avec une femelle ou deux chez eux. Bien, la comparaison peut-être un peu boiteuse, mais c'est un peu ça aussi. Tu sais. Il y a des gens il y a des petits éleveurs qui font des élevages de qualité, puis je ne suis pas en train de dire que ceux qui en ont des gros font de la mauvaise qualité. C'est parfois le cas, c'est pas toujours le cas. Il y a des gens qui vont faire... aujourd'hui, on peut avoir recours à l'insémination artificielle, on peut avoir recours même avec des semences gelées. Il y a des gens qui ont prévu ça. Il y a des semences qui ont été prélevées chez des étalons de valeur, c'est encore disponible. Mais il y a aussi des gens qui élèvent d'excellents sujets, des bons étalons.
puis qu'ils en gardent pour leur usage personnel. Puis il s'agit de reproduire les caractéristiques intéressantes et les caractéristiques que l'on veut garder, préserver pour la race, pour la garder à l'intérieur d'un certain standard, puis de préserver les normes de la race. Puis ce que les éleveurs consciencieux essayent de faire. Puis vous, ici, vous avez combien d'animaux? Il y a 6 juments, j'ai un étalon. Si on parle juste des chevaux, là, comme raison, c'est ça. Vous parliez un peu plus tôt que quand on parlait de généalogie des chevaux, auparavant, on avait moins cette rigueur-là. Maintenant, les animaux ont leur propre nom, mais ils ont vraiment leur propre personnalité aussi. Donc, les chevaux sont vraiment, c'est des individus à proprement parler. Je pense que ça a toujours été le cas. Autrefois, si on se reporte à des villages pas loin d'ici, des gens à Saint-Pierre-Baptiste, l'étalon, il y avait toujours un étalon dans le village ou qui servait à peu près tous les juments disponibles. À Saint-Pierre-Baptiste, c'était un étalon canadien. Puis le monsieur qui faisait, bien, il accouplait et les juments de travail et les juments de très lourd, autant qu'ils sont arrivés, là, mais accouplait les juments canadiennes, accouplait les juments qui étaient disponibles là. Ça s'est fait longtemps comme ça. C'était un petit peu partout de même au pays. Puis habituellement, l'étalon qui était dans une région donnée donnait ses caractéristiques aux chevaux. On reconnaissait les chevaux de telle région. Puis c'est sûr qu'il y a des gens qui disent l'ancien directeur Baudouin de la Sûreté du Québec, qui venait du comté de Pontiac, me disait « Chez nous, les Canadiens, c'était tous des nez jaunes. » C'est ça, c'est la couleur des chevaux qu'on associe à du B avec une décoloration au niveau du nez. Puis lui, il dit, chez eux, l'étalon qui accouplait, qui a été là pendant peut-être 20 ans, ou qui a accouplé à peu près tous les juments autour, il avait laissé sa marque. Là, les chevaux étaient à peu près tous comme ça. Puis si l'autre qui suivait était semblable un peu, ça restait bien imprégné dans la région que ça, c'était comme ça. Puis ailleurs, c'était peut-être un cheval noir qui était bien vigoureux, ou peut-être même du côté négatif, à tel endroit, il y avait un cheval qui était plus agressif, plus malin, puis ça il déteignait sur les rejetons qu'il donnait, qui suivaient. C'est vrai comme le côté positif, comme le côté négatif. C'est quoi les spécificités du cheval canadien de Trottier Mills? On essaye de respecter les standards de la race le plus possible. Si on reste à l'intérieur du standard de la race, parce que c'est très important de le faire. Si on veut que ce cheval-là perdure et aille vers d'autres siècles, le cheval canadien ne doit pas excéder 16 mains. En fait, à l'origine, les standards d'origine disaient 15 mains 3. On a étendu ça un petit peu pour accommoder jusqu'à 16 mains, mais il ne devrait jamais excéder ça. C'est un cheval de stature moyenne, de 1200 livres, 1250. Il y en a des plus petits, puis il y en a des plus gros. Mais à peu près, la moyenne, c'est ça. La moyenne des chevaux, c'est dans le 15 mains. Il y en a des plus petits, il y en a des plus grands. Mais la moyenne, c'est ça, le milieu du standard. Alors, pour les gens qui comprennent pas grand-chose aux chevaux dont j'en fais partie, des mains, ça équivaut à quoi? Ce qu'on a au bout des poignets, oui. Mais une main normale, on calculait 4 pouces. Puis demandez-moi pas de vous dire ça en centimètres. Puis moi, ça, je n'y comprends rien. Okay. Mais une main, c'est 4 pouces. OK. Donc, 15 mains fois 4 pouces. Un cheval, c'est mesuré au garrot. Tout à l'heure, j'aurais pu vous montrer ça pendant qu'on était à l'intérieur de l'étable. À la base du cou, il y a une espèce de petit creux, là, un petit repli. Puis ça, c'est le garrot. Ça donne à peu près en arrière de la patte d'en avant, des pattes d'en avant, là, grosso modo, là, mais ça varie un petit peu. Ça. Puis c'est là qu'on mesure un cheval. Les 14 mains ou 15 mains ou 16 mains, on les mesure à la base du garrot.
Ça ressemble à quoi les stades de développement d'un cheval? Il va être un poulain un certain temps, ensuite il y a sa vie adulte. Oui, on dit grosso modo, là, parce qu'il y a des précisions puis des comparaisons d'âge avec les gens, mais on dit qu'un cheval de 5 ans, là, c'est un adolescent en fin d'adolescence. Puis un cheval qui est rendu à 25 ans ou il est dans la 80aine avancée. Là, Mm-hmm. puis c'est sûr qu'il y en a qui vont aller jusqu'à 90, c'est-à-dire vers 30 ans. Okay. Mais il y a des courbes, là, mais ça ne suit pas nécessairement notre âge, mais on le compare souvent à l'âge d'être humain. Mm-hmm. Mais un cheval à son maximum, à son apogée, pour capacité de travail, ben, tu sais, de 5 ans à 10 ans, à 15 ans, après ça, ben, ça décline un peu tranquillement, comme les gens déclinent aussi en vieillissant. Il y a des exceptions là-dedans, sûrement, puis on en voit. Il y a des chevaux qui restent vigoureux, comme il y a des gens qui restent vigoureux très, très longtemps, mais on parle de moyenne. Mais pour vous ici, qui en fait l'élevage, qu'est-ce qui advient de ces chevaux-là ensuite? Vous les vendez à des particuliers, à des organismes? Ça varie, ça dépend toujours du cheval, ça dépend de la condition. Il y a des chevaux qu'on va devoir abattre parce qu'il va y avoir des problèmes de santé qui vont se présenter. Il y a une vieille jument dans l'étable là, qui a 30 ans. Puis j'ai toujours dit qu'elle était pour mourir ici. Puis tant qu'elle ne souffrira pas, je vais la laisser vivre. C'est sûr qu'elle ne me sert absolument à rien, mais je calcule qu'elle a gagné sa paye. Puis quand elle mourra, ou si on décide de la faire endormir parce qu'elle souffre, parce qu'elle n'est pas confortable, on creusera un grand trou et on la mettra dedans. Mais différents gens font d'autres choses. Il y a des gens qui sont très sentimentaux puis qui veulent préserver de n'importe quelle façon, mais comme le monde, on a tous une fin. Puis il y a des gens qui les envoient à l'abattoir, il y a des gens qui vont carrément les abattre. Mais habituellement, je pense qu'on les laisse. On les laisse vieillir. Moi, j'ai pas un gros élevage. J'ai vendu des chevaux qui étaient âgés pour les envoyer à leur retraite. Il y a 2 ans, j'ai envoyé une jument en Nouvelle-Écosse. Okay. Chez des gens qu'on connaissait, une madame d'un certain âge qui aimait beaucoup cette jument-là, puis qui voulait l'avoir. Puis elle l'a pris, puis elle va l'accompagner. Nous autres, on voulait la mettre à la retraite, puis on voulait pas être cruel avec elle. Mm-hmm. Puis on savait qu'elle serait bien. J'en ai déjà vendu une jument qui était encore en très bonne condition, mais qui était plus utile pour notre santé équestre parce qu'elle était âgée. On l'avait vendue pour aller accompagner des gens handicapés. Okay. Puis ces gens-là l'ont pris parce que forcément, elle n'avait pas ralenti. Puis ça, pour eux autres, il y a des débouchés. Il peut y avoir des débouchés intéressants. Les gens qui produisent en masse, je ne le sais pas. Je ne sais pas ce qu'ils font. Mm-hmm. Mais nous autres, notre marché est assez... Quand vous dites que je fais l'élevage, ici, ça a toujours été axé sur l'école d'équitation. Quand j'achetais une jument, souvent, c'était pour élever. Quand elle arrivait ici, ma femme, elle disait « Moi, mais j'en ai besoin pour l'école d'équitation. » Puis là, je venais de me la faire saisir. Puis je ne pouvais plus m'en servir, puis je ne pouvais plus la faire accoupler. Ce qui a fait que notre élevage a toujours été très, très modeste. On faisait finalement jamais beaucoup d'élevage parce que ma femme ne voulait pas que je prenne les juments. Mm-hmm. Parce que quand il arrivait, elle disait « Mon nom, non, mais au bout de 2 semaines, c'était peut-être. Puis au bout d'1 mois, c'était oui. Puis la jument était bien bonne, puis elle sautait bien. Puis là, oublie ça, Gilles, la jument a été saisie. Puis ça m'est arrivé souvent, plus souvent que je voulais. Mais il n'y a pas beaucoup de spécimens encore au Canada. Ça reste une race emblématique, mais il y a très peu de spécimens. Il y a eu plusieurs périodes où il y a eu plus de spécimens, maintenant moins. À quoi on doit ça, ces fluctuations-là? Les fluctuations, tant que le cheval a été utile sur les fermes, et les Québécois étaient
très sentimentales vis-à-vis de leurs chevaux. On a toujours eu pas mal plus qu'on en avait besoin, je pense. Mais quand l'ère de l'industrialisation est arrivée, que les tracteurs sont arrivés sur les fermes, même quand les chevaux lourds sont arrivés, puis ça, c'est aussi récent que les années 20 ou 30, là, dans les 1920-1930, la machinerie devenait plus lourde aussi. Le petit cheval canadien a été un petit peu déclassé. Puis, vu qu'il n'y en avait pas besoin, on accouplait moins, on se servait. Il y a eu des fluctuations dans la population. Ensuite, il y a eu un troupeau gouvernemental au fédéral qui a été partiellement transféré au provincial, au gouvernement du Québec durant la Deuxième Guerre. Alors, le troupeau du fédéral, c'était Cap-Rouge. On voit ça encore sur les enregistrements, sur de vieux enregistrements. Le gouvernement provincial avait la Gorgendière comme nom de troupeau. Puis ça, c'est comme de raison. Ça a été démantelé, ça, dans les années 80. Okay. Le gouvernement a fait encan de son troupeau. Mais ces chevaux-là se sont retrouvés dans des élevages particuliers, dans des élevages privés. On a tenté à un moment donné, puis c'est malheureux, mais de suivre des modes. C'est-à-dire qu'on a vu, à un moment donné, dans les années 40, on a voulu compétitionner avec des lourds. Parce qu'on ne voulait pas se laisser supplanter par d'autres races. Puis c'est toujours malheureux parce qu'à un moment donné, on fait des croisements qui nous éloignent de la race, qui nous éloignent. Puis c'est sûr que ça a été fait de bonne foi. Dans les années 60, on a voulu compétitionner. On voyait la société de loisirs émerger. Puis on a voulu compétitionner avec les chevaux de selle qui arrivaient. Puis on a tenté d'introduire, on est, sans rentrer dans les détails spécifiques, disons qu'on était dans des périodes pré-ADN. Fait que, il y a eu quelques croisements malheureux, plusieurs croisements malheureux avec lesquels on vit aujourd'hui, qu'on doit vivre, tenter de tranquillement éliminer pour revenir à la race pure. Oui. C'est ça. Ouais, je passe de l'action par là, là. Oui, ça, c'est lui que je vous parlais tout à l'heure, qu'on aurait pu mettre sur la table à la place du... Oui, c'est ça, parce que je pense qu'ils voient de leur congénère ici. C'est ça, ici, ça l'intéresse. Ah oui, j'en doute pas. On ne peut pas passer sous silence ce qui se passe présentement dans le monde avec la COVID. Vous, sur votre ferme ici, avec vos chevaux, est-ce que ça a eu un certain impact? Pas du tout. Pas vraiment? Bon, nous, on est à la retraite. Les activités se continuent comme avant. Moi, quand je prends le bois avec mon cheval et mon chien, je n'infecterai pas personne, puis personne ne va m'infecter non plus. Ça n'a pas changé grand-chose à nos vies ici. On espère, comme de raison, que ça se passe au plus vite, parce que du côté familial, bien, forcément, avec notre tribu, les petits-enfants et les enfants, bien, on les voit moins et on les voit à grande distance. Oui. Mais pour ce qui en est des chevaux, c'était déjà comme ça. C'est ma petite routine quotidienne d'aller à l'étable et de m'occuper des chevaux. Qu'il y ait le COVID ou qu'il n'y ait pas le COVID, je vais continuer à le faire tant que je vais être capable. Puisque vos enfants et petits-enfants ont un certain intérêt envers les animaux, envers la suite? Mes enfants se sont tous impliqués à un moment donné dans leur vie, mais tout le monde était compétent et bon à sa façon. Ils sont tous requis ailleurs avec des familles grandissantes, puis ont un petit peu délaissé. J'espère qu'il y aura une relève à un moment donné, mais c'est pas mon rôle de pousser ou tout simplement suggérer que peut-être ça serait intéressant que ça continue pour les générations à suivre. Les petits-enfants, bien, ils viennent forcément, puis forcément, ils font le tour, puis quand ils vont voir les poules, les canards, les chevaux, puis ils vont ramasser leurs œufs, puis est-ce que ça va avoir un impact? J'en sais rien. J'aimerais ça, mais je ne sais pas. Puis avez-vous l'impression aussi que pour
d'autres éleveurs de chevaux canadiens, la succession n'est pas nécessairement assurée? J'ai été agréablement surpris de voir que chez certains éleveurs, il y a de la relève. J'ai 2 personnes en tête, là, puis c'est des mélangés dans les 2 cas. Je veux pas leur faire, c'est pas parce que je veux leur faire de la publicité. Il y en a un qui ne sont pas parents ensemble. Puis d'ailleurs, ma femme, c'est une mélangée aussi. Puis personne n'est parent avec ces gens-là. Mais un dans le bas du fleuve, l'autre à Ferme-Neuve. Puis c'est des gens qui, ils ont des enfants chez un des grands défenseurs de la race, André Auclair. Il semble se dessiner un peu de relève là-dedans. Et puis, malheureusement, il y a de très bons éleveurs qui ont abandonné. Ça ne passera pas une autre génération. Puis je trouve ça triste parce qu'il y a des grands talents qui se perdent. Oui, puis c'est un patrimoine aussi oui. à conserver. Il y a des gens qui ont pris des élevages parce que leur père en avait. Je pense à M. Lambert, là, son père avait des chevaux canadiens, son grand-père avait des chevaux canadiens. Lui, il n'y avait pas de relève chez eux. Fait que, il a fermé l'écurie. Il est encore propriétaire des lieux, mais il n'y a plus de chevaux. Il n'y a plus de chevaux là. Il n'y en aura pas d'autres non plus. Moi, j'ai été chanceux. Ma conjointe était autant impliquée, sinon plus que moi. Puis, tant que la santé lui a permis, on a travaillé ça ensemble. Pas toujours de la même façon, mais on était quand même dans le domaine des chevaux tous les 2. Puis, ça a donné les résultats que ça a donné avec nos enfants. Longtemps, nos enfants ont été impliqués. Il y en a qui montaient en compétition. Le plus vieux, il attelait les chevaux, il sortait du bois, il travaillait avec les chevaux. Il y a eu une terre en arrière ici. Il travaillait sur sa terre avec les chevaux. Il était excellent, d'ailleurs. Il avait son étalon. Mes 2 gars les plus vieux avaient leurs étalons à eux autres. Okay. On a eu, à un moment donné, 3 étalons dans l'étable. Puis, il y en avait un qui appartenait à mon plus vieux. Le deuxième appartenait à mon deuxième. Fait que, pas tout le monde qui a eu... Je calcule que j'ai eu cette chance-là. Pas tout le monde qui l'a eu. Bien, on va se croiser les doigts pour que la race perdure. Oui. Oui, j'aimerais ça. J'aimerais beaucoup ça. Ben oui, si on ne s'occupe pas de notre patrimoine, il n'y a pas personne d'autre qui va s'en occuper. Moi, avant d'élever des lamas puis des autruches, je vais regarder dans ma cour ce qu'il y a comme race patrimoniale qui est en danger, puis je vais travailler là-dessus. C'est ce que je fais avec les poules Chanticleer, avec les bovins canadiens, puis avec les chevaux canadiens. Ça fait partie de notre patrimoine. Autant que nos vieilles maisons, que nos vieilles fermes, puis nos édifices patrimoniaux et tout ce qu'on a comme meubles et le reste. Exact. Mais là, c'est du vivant. C'est ça. Exact. Super. Bien, merci beaucoup de préserver cette race-là et merci de nous avoir reçus. Bien, ça m'a fait plaisir de vous rencontrer. Tu vois, c'est pas mal mieux, là, hein? Donc, semaine prochaine, on s'en va jouer avec Marc Fournier des éditions Gladius. Soyez-y! Ah, ben merci. Hey, la poterie de ouais. qualité. Un bon coup. Ow! Ah, oui. Je me suis snappé pour vrai. OK, ben merci beaucoup.